Vous vous êtes inscrit à cet atelier dans le cadre des rencontres qu'on organise tous les mois. Rencontres organisées par monimmeuble.com, le magazine en ligne de la copropriété. Donc moi, je suis Isabelle Dahan, je suis journaliste et fondatrice de monimmeuble.com. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est un atelier qui va durer à peu près 1 heure, de 11h30 à 12h30. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions dans les questions et réponses. Je vais sûrement aussi vous envoyer 2 ou 3 petits sondages, donc comme ça vous pourrez y répondre pendant l'atelier. Donc aujourd'hui, Bonjour. très bien. Aujourd'hui, il s'agit d'un atelier travaux, donc un atelier technique. Bon, vous savez qu'on organise aussi des ateliers juridiques et des ateliers compta. Alors, les ateliers compta, on les fait plus, mais vous avez tous les replays des vidéos dans votre espace membre. Ok. Donc, on va continuer. OK. Ok, très bien. La thématique, comme ce qui a été dit tout à l'heure, donc c'est rénover sans se tromper, comment anticiper du coup et planifier les travaux en copropriété. Donc là, le sommaire de ce qui va être dit, là rapidement, on va essayer de ne pas être trop long. Au début, donc, une petite présentation de notre cabinet. Ensuite, les phasages de la rénovation en copropriété, les acteurs de cette rénovation et ensuite les étapes principales d'un diagnostic, vu qu'il s'agit de ça, diagnostic donc, qui est fait par le côté maîtrise d'œuvre et les autres types de diagnostics. Donc, la présentation rapide de Périgone Architecte. Donc, on est un cabinet d'architectes qui exerce en région parisienne depuis plus de 10 ans. Nos spécialités, c'est d'intervenir sur l'immobilier existant, sur les immeubles, que ce soit en rénovation, réhabilitation ou agrandissement. Nos champs d'intervention sont les immeubles d'habitation en copropriété ou tenus par des bailleurs institutionnels, ainsi que les immeubles en tertiaire, donc que ce soit en bureau ou commerce. Nos principales missions, c'est l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage technique, les DTG dont on va parler là tout de suite, diagnostics techniques globaux, les PPT, donc plan pluriannuel de travaux, les DPE, ainsi que la maîtrise d'œuvre dans son volet études, donc conception, autorisation administrative, et la partie direction d'exécution des travaux. Donc là, on va passer directement sur le phasage du projet de rénovation. Donc là, je vais passer expliquer un petit peu rapidement ces phases. Et si jamais il y a des questions, Madame Dahan, s'il y a des questions, on peut en parler entre-temps, entre deux slides, si c'est nécessaire. Donc, grosso modo, il y a 3 grandes phases. Donc, une première, là, la phase A, qui est la phase diagnostic, audit, celle dont on va parler aujourd'hui, qui en général a un volet architectural et un volet thermique, qui aboutit vers un PPT qui a été rendu obligatoire par le législateur pour la quasi-totalité des copropriétés et qui aboutit également à un chiffrage estimatif et qui est voté ou non par l'Assemblée générale. Ça a des conséquences en termes de fonds de travaux, c'est-à-dire une fois que le PPT sur 10 ans, donc le plan pluriannuel de travaux, a été voté, le montant estimatif servira à calculer le fonds de travaux qui est un pourcentage de cet estimatif. Ensuite, la deuxième phase, donc c'est la phase étude, étude et conception. Donc rapidement un deuxième diagnostic, mais
précis sur l'objet de la maîtrise d'œuvre, avant-projet, projet définitif, s'il faut demander des demandes administratives, donc c'est pendant cette phase. Et encore une fois l'Assemblée générale qui va statuer est-ce qu'on fait les travaux ou pas sur la base de devis et de consultation de travaux d'entreprise d'exécution. Et tout à la fin, on a la phase travaux. Donc là, il s'agit de direction de l'exécution des travaux avec des visas techniques, financiers du côté du maître d'œuvre, bien évidemment. Opération préalable à la réception et tout à la fin, réception. Donc en bas, on a mis le temps moyen estimé. C'est des données qui sont publiques, qui viennent soit par l'INSEE, soit par l'APC ou autre administration. Voilà. Ensuite, organisation des acteurs. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur les phases? Non, il n'y a pas de questions, mais peut-être que Léonore a quelque chose à ajouter ou elle a peut-être quelque chose à nous Oui. dire déjà sur cette partie-là. Donc peut-être qu'elle voilà, on peut elle peut peut-être réactiver son micro, Léonore. Voilà, c'est bon. Oui. Donc, non, du coup, pour l'instant. Déjà, Léonore, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter aussi, parce Oui. que donc on a eu une petite présentation du cabinet d'architecture présenté par Ahmed Bouafia, qu'on ne voit pas, mais il est bien là. Et vous êtes Léonore Hiver et vous faites partie du cabinet Tibi. Donc voilà, dites-nous un peu quel est votre cabinet. Tout à fait. Donc, moi, je suis Madame Hiver, gestionnaire au sein du cabinet Tibi. J'ai été longtemps assistante de copropriété pendant c'était une douzaine d'années. On m'a proposé de passer gestionnaire au sein du cabinet Tibi il y a 2 ans pour remplacer une personne qui partait. Donc, j'ai finalement accepté le poste. Je gère un portefeuille constitué de 38 immeubles, propriétés, essentiellement des petits et moyens immeubles, pour la plupart à proximité du cabinet Tibi. Il y en a quelques-uns dans le 18e et dans le 6e. Vous êtes à Paris. Voilà, syndic de proximité classique. Le cabinet Tibi est une toute petite agence. On n'est que 2 gestionnaires, dont un est le directeur, 2 assistants, un comptable, un gestionnaire locatif qui est donc Monsieur Gérard Tibi, qui a fondé le cabinet Tibi en 87, je crois. Voilà, un petit cabinet familial. D'accord. Donc, vous avez plutôt des petites copropriétés, c'est ça? Petite et moyenne, je pense que la plus grosse, ça doit être dans les 60 lots. D'accord. Donc est-ce que en ce moment, vous accompagnez des copropriétés juste dans leur projet de travaux de rénovation? Est-ce que vous avez justement des immeubles qui sont dans cette démarche-là? Racontez-nous un petit peu si vous êtes en train de travailler justement sur des dossiers. Quels dossiers? Tout à fait. Alors, on a demandé au sein du cabinet Tibi, on a mis à l'ordre du jour, ces dernières années, des devis des TG conformes au cahier des charges de l'Agence parisienne du climat, donc qui inclut un DPE collectif et des plans pluriannuels de travaux. Certains immeubles ont voté ces devis, d'autres non. Voilà. J'ai notamment, d'ailleurs, je pense à Périgone, un immeuble qui va probablement voter à une prochaine Assemblée générale un plan pluriannuel de travaux. C'est le 117 rue de Charenton, avec Périgone en maître d'œuvre. Après, j'ai quand même beaucoup d'immeubles qui ont voté des devis de DTG et qui, lors de l'Assemblée
de présentation des scénarios de travaux pour voter un plan pluriannuel de travaux. Finalement ne vote pas de scénario au vu des montants des travaux et pour lesquels on ne s'engage pas dans des travaux de rénovation énergétique, même si pour certains qui sont classés G, ça aurait été utile. Après, il y a toujours les finances qui suivent. J'ai quelques immeubles qui vont s'engager dans donc des travaux de rénovation énergétique, mais globalement relativement peu sur mon portefeuille. Alors peut-être qu'ils vont en reparler pour certains dans quelques années. Et la plupart, ils souhaitent le faire, comptaient déjà de toute façon faire des travaux, notamment je pense au 117 rue de Charenton. Voilà, il était prévu à moyen terme de faire le ravalement de certaines façades côté cour. L'idée là, est de profiter du ravalement de ces façades pour y intégrer de rénovation énergétique, notamment des isolations thermiques par l'extérieur, éventuellement réfection d'une toiture, voilà, améliorer la ventilation, etc. D'accord. Donc le frein aujourd'hui, bon, on aura l'occasion d'en reparler, hein, c'est toujours les montants des travaux. Donc j'imagine que pour cet immeuble qui est en étiquette G actuellement, bah oui, il y avait quand même un plan de travaux assez important et c'était certainement aussi une rénovation globale qui a dû être proposée. Et donc, peut-être que voilà, ça faisait peut-être un peu beaucoup d'un coup. Donc, est-ce qu'il y a eu dans les différents scénarios, est-ce qu'il y a eu des scénarios justement avec une mise en priorité des travaux d'urgence ou peut-être une programmation sur plusieurs années ou est-ce qu'il y avait pas quand même quelque chose qui pouvait être plus accessible ou plus facile à mettre en œuvre pour les copropriétaires? C'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils ont tout refusé en bloc, quoi. Oui, alors parfois effectivement sur certains immeubles, là on a parlé d'étaler, mais en fait j'ai quand même dans mon portefeuille un certain nombre d'immeubles qui n'étaient pas forcément classés G, qui n'étaient pas trop mal classés, donc qui étaient classés parfois D ou E, et qui ne voyaient pas toujours l'intérêt de travaux de rénovation énergétique à partir du moment où l'immeuble était plutôt bien tenu, voilà, au vu des montants de travaux à réaliser. Et globalement, pour ces immeubles-là, voilà, je suis plutôt d'accord. Je comprends très bien la volonté des copropriétaires de ne pas dépenser parfois jusqu'à 500 000 € de travaux pour un immeuble qui, globalement, se porte bien et où les copropriétaires disent ne pas avoir froid l'hiver, où les murs sont déjà globalement bien isolés et où parfois ils ont d'autres travaux qui ne sont pas de rénovation énergétique qui sont du coup plus urgents. À côté de ça, il y a aussi le fait que l'Agence parisienne du climat finance de moins en moins la subvention de 5 000 € pour la réalisation du DTG. C'est pour le DTG, c'est ça? C'est plus automatique, la subvention. J'ai des immeubles qui ont voté l'année dernière la réalisation d'un DTG, sachant qu'on aurait la subvention qui financerait une grosse partie du devis. Et à partir du moment où j'ai présenté le devis à l'Agence parisienne du climat, on m'a demandé de pouvoir prouver que l'immeuble souhaitait faire des travaux de rénovation énergétique qui permettent de faire un minimum 35% de gain énergétique. À défaut, l'Agence parisienne du climat refuse maintenant, depuis relativement récemment, donc l'attribution de la subvention, malheureusement. Donc, pour ces immeubles-là, je vais être contrainte à la prochaine Assemblée générale de proposer plutôt des devis de PPT et des PO collectifs qui sont quand même obligatoires dans la loi climat et résilience de 2021. Donc, pour être conforme à la législation, après, je charge à l'Assemblée de décider de voter ou non voilà, ces devis. On a juste une obligation de conseil à ce niveau-là.
en leur indiquant que la copropriété, ces copropriétés-là, n'auraient pas la subvention et annuler la résolution de l'AG précédente. Voilà. D'accord. Bon, bah voilà, c'est clair, hein. Donc on voit un petit peu la situation, vous, par rapport à votre portefeuille de copropriété en gérance. On a vraiment des cas très différents en fonction des sujets, de l'étiquette énergétique de l'immeuble, des types de travaux qui sont préconisés, donc évidemment, et puis aussi les études qui sont subventionnées ou pas, et puis Voilà. les audits qui sont, ou les études qui sont devenues obligatoires aussi, donc il faut absolument mettre à l'ordre du jour. Oui, oui. Et Oui, juste très, très rapidement, après, voilà, ce que je dis, c'est peut-être lié en partie au fait que, voilà, moi, je suis syndic parisien, et la particularité, c'est que j'ai quand même dans mon portefeuille pas mal d'immeubles, soit parfois en briques ou en pierre de taille, donc pour lesquels les ABF n'autorisent pas facilement cas d'isolation thermique par l'extérieur. Et en parallèle, on a aussi le fait que très souvent à Paris, les ABF, les architectes des bâtiments de France, donc refusent d'autoriser les isolations thermiques par l'extérieur sur les façades rues. Donc, ce qui permet rarement du coup à l'immeuble d'atteindre les 35% de gain énergétique sur des petites copropriétés, si déjà il y a une façade qui ne peut pas être ravalée en rénovation énergétique. ça peut se comprendre aussi, hein. Tous les immeubles peuvent pas se prêter à donc une couverture de leur façade par des isolants. Et puis bon, surtout quand c'est des beaux immeubles en pierre de taille, ou voilà, c'est dénaturer aussi l'architecture. Bon, bah ça, Ahmed, il va nous en parler aussi, mais c'est vrai qu'en tant qu'architecte, bon, il y a des choses qu'on peut pas se permettre, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire, si je Alors, peux me Ahmed, permettre, voilà, on va peut-être continuer la conversation et reprendre où là on s'était arrêté aussi pour continuer la d'accord. conversation. Pour la Oui, petite présentation? on continue et puis Ok, on ok, peut ok. commencer, on peut continuer. Voilà. D'accord. Ok. Donc, je continue la présentation. Donc, la organisation des acteurs, bah, c'est un petit peu ce dont on vient de parler. Donc là, c'est juste pour schématiser parce qu'il y a plusieurs acteurs. Donc, tout en haut, bien évidemment, c'est le syndicat des copropriétaires qui peut être représenté par le conseil syndical ou un groupe de travail spécifique pour gérer les travaux. Il y a donc le maître d'ouvrage délégué, ben, comme euh, comme Madame, donc Léonore, qui est syndic, qui représente donc officiellement et juridiquement le syndicat des copropriétaires. Lorsque, donc là, ça permet de parler aussi des AMO financiers concernant les subventions, parce qu'il y a le montant des travaux, c'est sûr, c'est une chose, mais il y a également des subventions publiques qui peuvent être enclenchées globalement à partir de 35% à partir de 35% d'amélioration énergétique, même si à Paris, je crois qu'il y a certaines subventions qui peuvent être enclenchées à partir de 15%. Voilà, avec la nouvelle politique actuelle. Et en bas, donc, il y a la maîtrise d'œuvre mandataire. C'est souvent des architectes, mais pas que. Ça peut être des AMO pluridisciplinaires. Il peut y avoir aussi d'autres sujets qui sont des problématiques structurelles, souvent. Et ce qui est structurel, du moins pour nous, lorsqu'on fait des audits, en général, quand il y a une grosse problématique, on les fait passer devant le thermique parce que quand il y a des fissures, quand il y a des problèmes importants de plancher haut de rez-de-chaussée, c'est typique à Paris et en proche banlieue. Et c'est à prioriser parce que les fissures et la structure est prioritaire. Et ensuite, là à droite, BC, donc c'est bureau de contrôle, CSPS, c'est coordinateur de sécurité et de protection de la santé, diagnostiqueur. Parfois, ils sont nécessaires, voire obligatoires.
Voilà. Donc là, si vous voulez, je continue. Si vous voulez, on peut en parler là-dessus. Non, mais ça, je pense que bon, nos participants, ils connaissent un petit peu le fonctionnement des copropriétés. D'ailleurs, on va leur poser la question, on va leur demander quel est leur profil. Je vous envoie un petit sondage pour savoir quel est votre rôle au sein de la copropriété. Donc, on verra si ce sont plutôt des copropriétaires qui sont avec nous, président du conseil syndical, membre du conseil syndical, syndic bénévole ou syndic professionnel, voire hôte professionnel. Donc, comme ça, on verra un petit peu quel est le public qui nous regarde ce matin. Mais je pense que la plupart connaissent un petit peu quand même le mode de fonctionnement et les rouages de la rénovation dans les copropriétés. Voilà, donc ils sont en train de nous répondre là. Donc, on a quand même 36% de présidents de conseil syndical, 40% de membres de conseils syndicaux, 12% de syndics bénévoles. Voilà, donc ils sont quand même un peu au courant. Ils sont investis dans leurs immeubles. Donc, on peut continuer. Ok, très bien. Super. Continue. Donc, étape principale du diagnostic, parce que c'était le thème de la présentation, c'est diagnostiquer un immeuble pour faire les choses dans les règles et pour ne pas se tromper dans les travaux. Donc, dans les types de diagnostic, il y en a deux types principaux. C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure avec Madame Hiver. Donc, il y a le DTG. Donc, on va dire le DTG, globalement, c'est la solution la plus complète où il y a le plus de travail, d'études, ou bien évidemment qui coûte le plus et qui est subventionné actuellement, pour aller juste dans le détail de ce que disait Madame Hiver à juste titre, sur le fait que maintenant, il est conditionné globalement au fait de prouver qu'il serait possible de faire des travaux d'amélioration significatifs. Alors, il y a non seulement ça, il y a aussi une autre condition, c'est que ce soit dans Paris intramuros. Avant, la subvention, elle s'appliquait dans Paris intramuros et la petite couronne, c'est-à-dire le Grand Paris. Le Grand Paris, maintenant, c'est fini. Donc, c'est la mairie de Paris qui donne cette subvention de 5 000 € uniquement sur les copropriétés dans intramuros. Voilà. D'accord, donc là, c'est que l'Agence parisienne du climat, c'est que Paris. Il n'y a pas d'autres agences du climat ou logement dans d'autres départements qui proposent cette subvention. C'est pas, voilà, a priori, c'est que Paris qui propose cette subvention. Et là, on a Jacqueline André là, qui nous dit qu'elle elle n'arrive pas à obtenir le remboursement des 5 000 € pour sa copropriété. Donc, je sais pas quel était l'engagement au départ et est-ce qu'elle ne répond plus aux conditions qui ont changé. Mais oui, ça peut poser problème pour certaines copropriétés parce qu'on l'a dit, c'est un diagnostic qui est assez cher. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce diagnostic n'est pas obligatoire. Tout à fait. Il n'est pas obligatoire, mais à l'intérieur du DTG, il y a un PPT et un DPE qui sont obligatoires. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Pour les autres copropriétés, comme disait à juste titre Madame Hiver, vu qu'ils ne font pas de DTG pour des raisons diverses, elles sont, ceci dit, les copropriétés obligées de faire le PPT, DPE, qui a moins d'informations, qui va moins dans le détail, qui est moins onéreux parce qu'il demande moins de temps à réaliser, mais qui répond à la réglementation et aux obligations actuelles. Voilà. Donc, on a quand même avec ça, on a quand même une préconisation de travaux. Tout à fait. On peut avoir différents de travaux et on peut aussi avoir, est-ce qu'on a aussi le volet financier? Est-ce qu'on sait aussi combien ça va coûter ou pas du tout? Si. Alors, le volet financier, pour être précis,
Pour le PPT-DPE, il s'agit d'une estimation suivant les préconisations de travaux sur 10 ans, avec le fait de dire donc moyen terme, long terme ou à court terme, bien sûr, donc une priorisation des travaux, une estimation financière, mais il n'y a pas d'études précises comme le DTG, c'est-à-dire par foyer fiscal, par lot, et combien ça va coûter à chacun, ça, il n'y a pas dans le PPT-DP. Bah, D'accord. Donc, il c'est faut plus sommaire, si vous voulez. Oui, Vous voyez. c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que ça Voilà. permet quand même, de préparer quelque chose de Ah concret? oui, Oui, de oui. planifier quand même les travaux, d'avoir quand même une idée de ce qu'il faut Complet. réaliser. Je peux même vous dire, nous, on a des opérations, et notamment à Paris, où on a fait des PPT, des PE, et là, ils sont engagés pour faire des travaux. Et il peut y avoir des aides également sur ça. L'essentiel, c'est de justifier qu'il y aura une amélioration énergétique conséquente et il y aura des subventions là-dessus. Pas sur D'accord. le DTG, parce que ce n'est pas un DTG, c'est un PPT, mais ça fonctionne. Bah, très bien. OK. Alors, on va continuer. Voilà, donc rapidement sur les étapes, c'est juste pour schématiser un petit peu pour que les gens comprennent un peu mieux. Donc en 1, il y a la visite technique sur place, donc l'état des lieux, identification des pathologies. Donc là, si on veut parler du détail, il y a les parties communes à visiter, d'une part, et pour les parties privatives, c'est 10% c'est 10% des logements et, un minimum de 3. 3 au minimum, sinon c'est 10%. Ensuite, il y a l'étude, donc l'étude qui se fait par l'architecte et le bureau d'études thermiques. Ensuite, il y a une réunion intermédiaire. L'objectif principal, c'est de valider avec soit le syndicat de copropriété, soit le syndic, tous les existants, qu'il n'y ait pas d'erreur d'une manière ou d'une autre, ou s'il y en a, il faut les modifier, et de parler déjà des préconisations de travaux. C'est-à-dire, il y a un document provisoire qui a déjà été envoyé et ils vont regarder les préconisations. Parfois, il y a des choses que la copropriété ne souhaite absolument pas faire. Ça ne sert à rien de le laisser sur le document définitif. Voilà. Et ensuite, tout à la fin, il y a la synthèse, où là, pour le coup, il y a des scénarios de travaux. Il y a le volet financier, qu'il soit niveau DTG ou niveau PPT-DPE, et le PPT définitif qui sera soumis après à l'Assemblée générale, qui sera accepté ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou vous voulez qu'on échange sur ça? Voilà, non, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On peut continuer. Ok, très bien. Les autres diagnostics, c'est juste pour en parler. Là, donc, on a parlé le diagnostic globalement qui serait fait par l'architecte et le bureau d'études, mais dans le cas de travaux, parce que là, la thématique, c'est de se préparer aux travaux, il ne faut pas oublier non plus pour les travaux, diagnostic plan, parce que c'est souvent nécessaire, diagnostic amiante, et parfois, lorsqu'on est dans une structure bois, il y a des diagnostics thermiques aussi qui peuvent être obligatoires. Voilà. C'est juste à ne pas oublier parce que si on n'a pas ça, parfois on a des soucis. Voilà, voilà, c'est tout pour la présentation. Après, si vous voulez, on peut échanger D'accord. OK. sur des Donc, sujets qui vous intéressent. Voilà. donc, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions donc, sur les diagnostics qu'on a évoqués, hein, que ce soit le DTG, le PPT, les visites dans les immeubles, comment préparer son budget travaux, si vous avez des questions sur le rôle du syndic ou le rôle de l'architecte,
N'hésitez pas. Peut-être qu'on va redonner la parole aussi à Léonore. Donc, voilà, on nous a expliqué un petit peu les différentes étapes, etc. Est-ce que vous, c'est comme ça que ça se passe aussi dans vos immeubles? Est-ce que vous avez une petite réunion intermédiaire où vous faites le point? Est-ce que vous avez beaucoup de questions des propriétaires suite aux documents qu'on leur a soumis, qu'ils ont reçus? Voilà, comment ça se passe en général? Oui, tout à fait. Alors, dans la plupart des devis de DTG qui ont été votés en assemblée générale pour les immeubles que je gère, il est prévu une réunion intermédiaire avec le référent DTG, le syndic, et en général, on invite bien sûr le conseil syndical à cette réunion intermédiaire qui se fait la plupart du temps en visioconférence, même toujours en visioconférence. Et la présence à l'Assemblée générale qui présentera les plans pluriannuels de travaux. Donc, effectivement, la plupart du temps, lors de cette réunion préparatoire, le conseil syndical propose l'élaboration d'un scénario 4. Alors, souvent, parce que je dis scénario 4 parce que souvent, la société qui fait le DTG propose 3 scénarios. Parfois, ça arrive qu'il n'y en ait que 2. Mais, voilà. Et on indique souvent la société qui a réalisé donc, le DTG qu'on aimerait la construction d'un scénario différent en supprimant telle ou telle option. Alors, la plupart du temps, c'est en essayant de faire un scénario qui permette éventuellement d'obtenir des aides, donc d'arriver à minima aux 15% de gain énergétique, mais de minimiser les coûts pour les copropriétaires en proposant des travaux qui sont relativement simples à réaliser, voilà, et qui sont indispensables à moyen terme pour cette copropriété en particulier. D'accord. Je vais demander à Ahmed qu'il enlève le partage d'écran. Ça sera plus sympa de voir en plus grand. Ah, bien sûr. C'est plus agréable. Voilà, si on a fini après. Ça va? Ouais, très bien. Ok, super. Je vous en prie. Alors, on a quelques questions. Ça commence un petit peu. Alors, on nous demande, parce que, bon, évidemment, le remboursement des 5 000 €, ça commence un peu à titiller. On nous demande à quel moment le remboursement se fait. Voilà, parce qu'on s'impatiente, on n'obtient pas son remboursement. Donc, à quel moment, normalement, on doit l'obtenir, ce remboursement? Alors, le remboursement de la subvention de 5 000 €, en principe, on l'obtient seulement après présentation des factures acquittées. Donc, l'APC me demande souvent la mention acquittée ou la validation du gestionnaire sur la facture de l'entreprise qui a réalisé le DTG. Donc, toutes les factures de l'acompte au solde, etc. Le rapport de DTG. Et maintenant, il nous demande aussi le PV de l'Assemblée générale qui a voté sur les plans pluriannuels de travaux. Ensuite, quand ils ont tous les éléments, on reçoit la subvention en principe dans les 2 mois. Après, dans la réalité, c'est plutôt dans les 4 mois, voire 5 mois après. Donc, c'est souvent assez long. D'accord. Donc, il y a beaucoup de retard dans le traitement des dossiers, je pense. Voilà. Ça, c'est ce qui a été dit. Et donc, c'est possible aussi pour ça qu'il y en a certains qui n'ont toujours pas eu leur remboursement. Et il faut bien s'assurer, effectivement, avant de signer le devis de DTG, de bien avoir eu l'accord de l'Agence parisienne du climat. Si ce n'est pas le cas, ils ne donnent pas la subvention. Donc, ça peut être aussi un cas, je ne sais pas si la dame qui se plaignait de ne pas avoir eu la subvention, ça peut être aussi une situation, cette situation. Ok. Alors, on a une autre question de Virginie qui nous demande pourquoi notre DTG a été réalisé sans proposition de PPT par le cabinet. Est-ce normal? Alors, cabinet, elle parle du cabinet syndic, je pense.
S'il s'agit, c'est-à-dire d'un DTG qui respecte, parce qu'il y a un référentiel qui a été fait par l'APC et l'ARC. Dans ce référentiel, donc, qui est obligatoire pour obtenir la subvention en région parisienne, encore une fois, le PPT est inclus et obligatoire. Après, en province, je ne sais pas cette dame d'où elle appelle, en province, il y a des documents, des diagnostics qui s'appellent DTG, mais qui ne répondent pas aux mêmes exigences que celui de l'APC de la région parisienne, l'agence parisienne du climat. D'accord. Donc, si on est sur le bon référentiel, normalement, tout est inclus. Quand on tout à fait. commence son DTG, on a aussi le PPT qui est compris. Voilà. Tout ce qu'il faut. Voilà. Mais si on n'est pas sur ce même référentiel, eh ben on a que le DTG, on n'a rien d'autre. Exact. D'accord. Bon. Donc, auquel cas, donc si on fait le DTG et qu'on n'a rien d'autre, il faudra faire aussi le PPT, c'est ça. Parce que le PPT est obligatoire. Quand on a fait le DTG, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire le PPT. Non, au fait, encore une fois, si c'est en région parisienne, j'insiste parce que je ne sais pas votre audience, est-ce qu'elle est juste en région parisienne? Ils sont pas, nous, on est partout en France, donc il faut que Virginie, elle nous dise où elle se trouve. Voilà, c'est pour ça que je permets de vous voilà, Virginie, elle est en Martinique. Donc, elle est quand même en France, mais elle n'est pas à Paris, ça c'est sûr. C'est différent. C'est différent. Je peux même vous dire qu'à Lyon, déjà, ça fonctionne différemment. À Lyon, à Marseille, ils ont une autre manière de fonctionner. C'est pour ça que j'ai insisté sur la région parisienne. En région parisienne, faire un DTG, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur un PPT, il y a un DPE, un diagnostic de performance énergétique, il y a la totalité. Voilà, en région parisienne. D'accord. Alors, au niveau du financement, la condition est de gagner 35% d'énergie. Qui faut-il solliciter? Est-ce que MaPrimeRénov' rentre dans ce champ? Je suis en Vendée. Alors, elle veut sûrement savoir pour les subventions à partir de 35% d'économie d'énergie réalisée. Elle est en Vendée. Alors, est-ce que partout sur le territoire, on a forcément MaPrimeRénov' qui fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir des aides aussi des régions? Alors, MaPrimeRénov', elle est nationale. Elle est nationale en France. Après, vous me direz, est-ce que c'est juste l'Hexagone ou l'Outre-mer aussi? Là, je ne saurais pas, mais pour l'Hexagone, c'est sûr. C'est national. Et ensuite, il y a souvent des aides complémentaires, soit des intercommunalités, soit des communes ou des régions. Des régions qui viennent compléter. Et l'idéal, c'est de se rapprocher de Coach CoPro, qui est national pour le coup. Et en général, ils ont des référents. Ils ont des antennes, hein, voilà. Ils ont des antennes un peu partout en France. C'est partout en France. Et c'est eux qui peuvent les guider au mieux, justement, pour voir les aides auxquelles ils ont droit dans le territoire où ils sont. D'accord. Donc, il faut se rapprocher de Coach CoPro et on aura comme ça la référence, le contact de l'antenne près de votre domicile. Alors, si vous êtes en Vendée, il y aura forcément une agence en Vendée. Et à ce moment-là, il faudra les rencontrer, prendre rendez-vous pour voir si votre copropriété peut être éligible et remplir un dossier, etc. Voilà. Tout à fait. Juste concernant ce sujet, il faut que la copropriété soit inscrite sur Coach CoPro pour pouvoir du coup avoir un accompagnateur. Alors en général, j'avais fait voter en assemblée générale la désignation d'un référent, ce qu'ils appellent leader énergétique ou référent DTG sur le site Coach CoPro, donc une personne qui est souvent le président du conseil syndical, un membre du conseil syndical, qui doit inscrire la copropriété sur Coach CoPro et suivre avec le syndic les étapes et qu'on met toujours en copie dans la boucle. Ça m'est arrivé pour beaucoup d'immeubles, au final je l'ai fait moi-même,
Mais en principe, ça doit être voilà, le référent DTG qui inscrit la copropriété. Il faut savoir aussi que sur Coach CoPro, qui est un site qui est quand même assez clair, où il y a beaucoup d'informations, sur lequel moi aussi, hein, je regarde régulièrement les dernières informations, notamment sur les conditions des subventions, etc. Il y a ce qu'on appelle un annuaire avec les sociétés référencées pour réaliser des DTG. Vous pouvez trouver toutes les sociétés qui sont validées et référencées par Coach CoPro. D'accord. Donc, d'après ce que j'ai compris, Ahmed, votre agence, elle est référencée Coach CoPro aussi? Parfaitement. Oui, bien sûr. Donc, on vous retrouvera aussi dans cet annuaire, hein. Exactement. Bon. Donc, vous avez compris, il faut que la copropriété soit inscrite sur cette plateforme. Alors, est-ce qu'on est obligé de passer par son syndic pour s'inscrire? Est-ce que Pas du tout. un membre du conseil syndical peut s'inscrire tout seul? Oui. Alors, qu'il soit membre du conseil syndical ou pas. Et il peut même y avoir, il se trouve que c'est mon cas personnel dans ma copropriété à moi, à titre personnel, où plusieurs personnes il suffit d'être membre, il suffit d'être copropriétaire et on a le droit d'inscrire sa copropriété. Et souvent, chez Coach CoPro, ils font des croisements et quand ils voient qu'un immeuble a été inscrit par plusieurs personnes, ils le regroupent et ça leur pose aucun problème. Voilà. Bon, d'accord. Donc, bon, voilà, si vous avez une gestionnaire comme Léonore qui vous fait tout, qui vous prépare le dossier, qui vous inscrit, ben, vous avez beaucoup de chance, hein, voilà, elle s'en occupe pour vous. Ouais. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous prendre quand même en charge et le faire. A priori, ça ne doit pas être très, très compliqué de pouvoir s'inscrire, mais il faut encore bien savoir répondre à toutes les informations qu'on vous demandera. Alors, Moi, je vous encourage à le faire, pardon, juste Oui. pour aller dans votre sens, je vous encourage à le faire. Encore une fois, comme a dit Madame Hiver, il est très très bien fait. Leur site, leurs vidéos et le fonctionnement de Coach CoPro, il est bien, il est efficace. Voilà. Alors, on va continuer parce qu'on a pas mal. Alors, il y a des questions et il y a des remarques. Là, c'est Daniel qui nous dit il y a beaucoup de rapports de DTG qui sont vraiment très longs. Lui, bon, dans son expérience, c'est plus de 100 pages, hein, apparemment, pour sa copropriété. Donc, lui, il dit que c'est complètement illisible pour la plupart des copropriétaires et ça ne fait pas forcément ressortir clairement le DPE. Dans son immeuble, il n'y a pas eu de réunion. Donc, lui, voilà, aucune réunion n'a été proposée après le DTG et son rapport. Donc c'est pas forcément systématique aussi les petites réunions où on explique tout ce qui s'est dit dans le DTG, hein. Donc c'est vrai qu'on a. Moi, ce que je peux répondre au monsieur, alors déjà, je suis parfaitement d'accord avec lui. Nous, on reçoit des DTG qui ont été faits par d'autres. Notamment, on est sollicité pour de la maîtrise d'œuvre, mais la maîtrise d'œuvre sur la base d'un DTG qui a été fait par d'autres. Voilà, quel qu'il soit. Et on a reçu la semaine passée un DTG de 170 pages. Pour nous, c'est du n'importe quoi. C'est pas normal de faire un DTG aussi lent avec autant de pas. On peut même pas l'imprimer. C'est pas une thèse de doctorat. Pour nous, ça n'a pas de sens. Nous, les DTG qu'on fait en interne, c'est pas plus de 30 pages. Mais 30 pages bien remplies avec des informations significatives, importantes et qui vont aider les copropriétaires et voire même pour nous permettre de maîtriser tout ce qui est écrit et éviter les erreurs, y compris en interne. Vous voyez, donc je partage l'avis du monsieur qui a écrit ça n'a pas de sens. Ben oui, donc c'est bien parce qu'on a aussi, bon, on a des questions, mais on a aussi des retours terrain, hein, de ce qui se passe dans les immeubles aujourd'hui, voilà, en fonction des problématiques de chacun. Alors là, on a Daniel aussi, toujours, hein, qui nous dit qu'il a eu un accord sur les 5 000 € pour le DTG, mais que jusqu'au dernier moment, la mairie de Paris peut le refuser si elle constate que les copropriétaires sont insuffisamment impliqués.
C'est-à-dire que bon, peut-être qu'il faut répondre à un questionnaire et ils ne répondent pas. Peut-être qu'il y a des visites d'appartements et on ne peut pas visiter les appartements. Donc, oui, ben, c'est ça aussi, c'est que il y a des critères et il faut que les choses se fassent comme demandé dans la démarche pour obtenir la subvention, pour être éligible. Et si ça ne se fait pas, ben, oui, il peut y avoir au final une décision qui dit bah, vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé. Donc, c'est possible aussi que ça ne soit pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi sur le terrain la mise en application de tout ça, quoi. Hein, peut-être que Léonore, c'est peut-être pas si simple aussi. Hein. Oui, tout à fait. Alors concrètement, il est possible déjà que les copropriétaires n'aient pas tous répondu au questionnaire DTG qui est lancé par la société qui a été mandatée pour le réaliser. Il faut en principe au minimum 50% de réponses. Voilà. Donc, ce qui est quand même un taux assez élevé. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir faire des relances. Voilà. À côté de ça, il y a aussi le fait que parfois, le jour de la visite des parties communes et des logements, il arrive qu'il soit difficile, qu'il y ait beaucoup d'appartements qui ne soient pas accessibles. Alors, en général, la société qui fait le DTG essaie d'organiser en amont les visites des logements privatifs pour avoir le nombre de logements et l'emplacement des logements leur permettant de rendre un rapport de DTG qui soit efficace, c'est-à-dire en général, au minimum, au moins pour chaque bâtiment, un logement au rez-de-chaussée, un logement dans les étages et un logement au dernier étage. Après, s'il y a un de ces logements qui n'est pas visitable, en général, ça peut passer pour rendre un DTG et un rapport DTG efficient. Mais alors moi, concrètement, je suis allée là, cette année à toutes les visites de parties communes et de logements avec la société qui a réalisé le DTG. Après, il n'y a aucune obligation pour le syndic de venir. Hein. La plupart des autres syndics, a priori, ne viennent pas. Mais bon, ça me permet de faire la visite annuelle prévue au contrat et de mieux connaître voilà, les immeubles que je gère et aussi parfois de forcer un petit peu le passage de l'entreprise qui parfois n'osent pas toquer à telle ou telle porte. Voilà, si ils ont peur qu'ils ne soient pas prévenus, que les gens ne soient pas... Et donner un peu plus d'informations sur le contexte, sur certains travaux, sur certains textes. Bah oui, c'est sûr que si vous êtes là présente, et s'il y a le gestionnaire qui est là aussi lors de Assurer aussi les copropriétaires assurer, qui connaissent comme moi, mais qui ne connaissent ils vous pas. connaissent et puis c'est plus facile, donc ça assure le lien. Et donc, oui, ça ne peut que mieux se passer, ça c'est sûr. Hein, c'est évident et c'est une bonne initiative de votre part, hein, bien sûr, de faire ça, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Valérie qui nous dit est-ce que les subventions MaPrimeRénov' copropriété sont encore en place en 2026, voire en 2027, pour les copropriétés qui ont un DPE collectif déjà correct, à savoir D, ou est-ce uniquement réservé aux copros qui ont un DPE collectif passoire énergétique? Voilà, donc elle veut savoir en fait s'il va y avoir des changements par rapport à cette subvention. Est-ce que ça va s'adresser? Parce que c'est vrai que petit à petit, on cerne quand même, parce que ce sont des subventions qui coûtent cher à l'État, donc on va plutôt cibler les copropriétés qui en ont le plus besoin, des copropriétés qui ont des DPE avec des étiquettes énergétiques très mauvais, donc qui sont classés en passoire énergétique, donc c'est EFG. Mais pour ceux qui veulent faire quand même des travaux de rénovation et qui ont une bonne étiquette, est-ce qu'ils vont être aidés, est-ce qu'ils vont avoir une subvention ou est-ce qu'on va leur couper la subvention du coup parce qu'on va dire vous n'êtes pas des prioritaires quelque part? Il y a différents types d'aides déjà. Il y a MaPrimeRénov', mais il n'y a pas que ça. La première des aides, c'est une aide concernant la TVA qui est réduite, c'est-à-dire lorsqu'on fait des travaux d'amélioration énergétique, au lieu d'appliquer 10%, c'est 5,5%.
Déjà, ça fait baisser un petit peu le prix. Il y a les C2E aussi, CEE, certificat d'économie d'énergie, qui permettent de recevoir de l'argent des pollueurs. C'est le principe du pollueur-payeur, ou parfois c'est l'entreprise de réalisation qui réduit son prix et qui récupère ces C2E. Ça, c'est la deuxième. La troisième, effectivement, c'est ma prime rénov. Et pour ma prime rénov, il faut avoir 35% au minimum pour toucher ces aides et justifier d'une amélioration de 2 étiquettes énergétiques. C'est-à-dire, si on est en C, admettons, ben, il faut passer en A. Et il se trouve, je vous donne cet exemple, il se trouve que c'est le cas de ma propre copropriété qui est classée C, pour toucher des aides, il faut monter en A. Sauf que c'est un immeuble qui a été construit il y a 40 ans. Autant vous dire que c'est quasiment impossible de monter jusqu'à A, ou ça va coûter une fortune. Vous voyez? Donc, dans ce cas de figure, on ne peut pas compter sur ma prime rénov parce que de toutes les manières, ça ne va pas être possible. Et je vous dis ça, c'est le cas, j'ai l'impression que la personne donc, qui a écrit cette question, c'est un petit peu le cas. C'est B ou D? En D. Elle est D. D. en D. En D. Ouais. Eh ben, du coup, ça sera quand même pas facile de monter en C. Voilà, donc ça va coûter un prix, peut-être toucher des aides, mais il faut bien réfléchir sur le montant investi, parce qu'il y a toujours un reste à charge, quelles que soient les aides, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Enfin bon, à réfléchir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Valérie, elle nous dit, je parle des aides MaPrimeRénov' et non des aides TVA ni des C2E. Bah oui, donc on a répondu à sa question, hein, on a Bah, bien il y parlé avait de les trois. on a parlé de MaPrimeRénov'. Alors, quel est le coût? Paris, on a aussi l'aide. Pardon, excusez-moi, à Paris, on a aussi l'aide Éco-Rénovo Paris. Tout à fait. Je ne sais pas si vous Voilà. entendez. Oui, on entend, on entend. Ouais, ouais. Très bien. Voilà. Voilà, ok. Alors, oui, on peut avoir des aides. Alors après, bon, donc on a dit il faut 2 étiquettes, il faut gagner 2 étiquettes. C'est Donc ça. on peut avoir, donc si on est en D, il faut qu'on aille en C. Voilà, on est d'accord. Exact. Non, il faut qu'on aille en attendez, B. B, B. C, D. Voilà. Voilà. Donc, Et il c'est faut- pas facile, encore une Voilà, fois. c'est pas Voilà. voilà. Pas du Voilà. tout. Donc, c'est deux étiquettes, hein. C'est vrai que c'était compliqué. Ouais, alors, bon. Alors, bon, après, on nous demande combien ça coûte un DTG. Ben, ça dépendra du prestataire, hein, de celui qui. Il n'y a pas de prix fixé pour le DTG. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, Il y en a pas. on ne va pas vous donner un prix moyen du DTG en fonction du nombre de lots ou je ne sais pas quoi. Ça dépend aussi de Oui, la. ça dépend beaucoup du nombre de bâtiments de votre immeuble, du nombre de copropriétaires. Forcément, le prix ne sera pas le même pour une petite copropriété qui va être constituée d'un seul bâtiment ou une grande copropriété avec 8 bâtiments et beaucoup plus de copropriétaires. Donc, logiquement, on peut pas être sur la même gamme de prix. En général, les sociétés qui font des DTG font des tarifs qui sont en partie, c'est sur le nombre de lots et le nombre de bâtiments, sachant que les sociétés qui font donc, des DTG, quand elles parlent de bâtiments, ce n'est pas forcément le nombre de bâtiments indiqués dans le règlement de copropriété, de bâtiments qui ne sont pas collés les uns aux autres. C'est-à-dire que si vous avez une copropriété constituée de 2 bâtiments, mais qui sont collés par une paroi mitoyenne, ils vont considérer qu'il s'agit d'un seul bâtiment pour faire leur chiffrage de vie de DTG. Après, il y a des sociétés qui ont des grilles parfois qui vous permettent d'avoir des idées de tarifs. Et ensuite, vous pouvez demander un devis individuel pour votre copropriété.
Vous pouvez faire marcher la concurrence, hein, bien sûr. Hein, Oui, et puis toujours, bien sûr, enfin, votre syndic, normalement, va proposer au moins 2 devis minimum en assemblée générale pour voter le DTG. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il a une durée de vie, le DTG? On nous Oui, demande, est-ce que… pardon, le PPT, c'est 10 ans. Oui, mais le DTG. Et vous avez compris que c'est un petit peu lié, parce que dans le DTG, il y a le PPT. Et c'est la seule chose qui est obligatoire, c'est le PPT et le DPE. Il se trouve que les deux, je parle bien du DPE collectif, hein, ce n'est pas le DPE qu'on fait pour acheter ou vendre un appartement. Le DPE collectif, c'est 10 ans, le PPT, c'est 10 ans. D'accord, mais quand Et on a par fait… voie de conséquence, le DTG aussi. Bon, ok. Mais si on n'a pas le PPT qui est inclus dans le DTG, est-ce que ça C'est change la donne? Oui, ben, il faut faire un PPT. Donc, de toute façon, c'est tout. Voilà, on s'aligne, tout est sur 10 ans. C'est 10 ans. Voilà, Bon, voilà. ok. C'est le législateur qui l'a décidé. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah écoutez, voilà. Après, on a des conversations entre les participants qui nous expriment le prix des DTG à Paris, à Nice, en fonction du nombre de logements, etc. Bon, bah voilà. Après, bon, chacun a forcément sa petite expérience. Vous avez fait des demandes de devis, vous avez eu différents prix. Donc, bien entendu, bon. Bon, bah, je pense que bah, on a fait un peu le tour de la question. Il est 12h34. Donc, on va peut-être clôturer cet atelier. Je vais vous demander à chacun de nous donner un petit mot de la fin sur cette thématique. Et puis, on demandera aussi à Ahmed de nous adresser la présentation. Comme ça, on pourra la transmettre à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Et on vous remercie, bien sûr, de nous avoir suivis une fois de plus et jusqu'au bout. Vous avez posé pas mal de questions. On voit que ce n'est pas encore si simple que ça, qu'il y a pas mal de confusion, qu'il y a des difficultés aussi dans certaines copropriétés. Donc, cet atelier a de l'intérêt, je pense qu'on a bien fait de le faire. C'est encore, c'est vraiment des questions, et pas toujours les mêmes, mais qui peuvent revenir et qui se posent et auxquelles on a essayé de vous répondre, hein, voilà, du mieux possible. Et pour ça, on avait 2 professionnels avec nous, hein, donc assez complémentaires pour exprimer justement ce qui se passait en termes de gestion dans les immeubles ou dans la pratique justement de la réalisation de ces audits et études. Donc, voilà, je vais vous laisser la parole pour conclure. Et puis, pour ma part, on va se retrouver sur les prochains ateliers. Vous avez toutes les dates dans l'agenda de monimmeuble.com. Et bon, il suffit simplement de s'inscrire. Tous les ateliers sont ouverts, donc tout le monde peut y participer gratuitement. Donc, voilà. Et nous mettrons la vidéo, le replay de cet atelier et aussi en accès libre. Donc, vous retrouverez ça dans YouTube et dans les pages de monimmeuble.com. Donc, vous n'avez plus aujourd'hui d'excuses, hein, pour ne pas mettre en œuvre ces études obligatoires dans vos immeubles. Vous devez le faire. Après, vous faites les travaux, vous ne faites pas les travaux. C'est à vous de voir, mais prenez conseil auprès de professionnels, prenez conseil auprès d'architectes, prenez le temps d'en discuter avec votre syndic. Il y a quand même des choses à faire dans certains immeubles. Il ne faut peut-être pas non plus trop attendre. Il y a encore des aides aujourd'hui. On ne sait pas si ça va durer très longtemps. Donc, si vous avez besoin de réaliser des travaux dans votre immeuble, eh ben, faites-le. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un petit conseil. On sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Et vous savez que la situation ne s'arrange pas. Donc, je ne pense pas qu'on va aller très longtemps dans les subventions. À un moment donné, il faudra réaliser des économies. Et je pense que malheureusement, nos copropriétés
elles vont être en première ligne sur les coupes de budget. Voilà. Je vous laisse le petit mot de la fin à chacun. Peut-être Léonore, voilà, un petit mot. Oui, tout à fait. Par rapport à ce que vous disiez, on rappelle que l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux est obligatoire sur toutes les copropriétés depuis le 1er janvier 2025 et l'élaboration d'un DPE collectif est obligatoire pour toutes les copropriétés à compter du 1er janvier 2026, que pour l'instant, l'État n'impose pas de sanctions en cas de non-réalisation de ces diagnostics et de ces plans de travaux. Après, la législation peut changer dans les prochaines années. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Moi, je me demande si, à moyen terme, ces documents ne seront pas exigés dans le cadre de vente de logements. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On nous demande toujours, en tant que syndic, si le DTG a été réalisé, et dans ce cas-là, on nous demande le rapport, et on doit l'indiquer dans les états datés, en cas de vente d'un bien. Voilà. Mais effectivement, pour l'instant, il y a encore sous certaines conditions des subventions, notamment des subventions qui ont été renouvelées pour la maîtrise d'œuvre. Il y a actuellement 10 000 € de subventions quand la copropriété peut faire les 35% de rénovation énergétique, effectivement. Il y a 10 000 € de subventions de maîtrise d'œuvre. J'ai reçu un mail de l'Agence parisienne du climat il n'y a pas très longtemps. Donc l'aide qui existait auparavant a été renouvelée. Donc ça permet de financer une partie des honoraires du maître d'œuvre qui suivrait les travaux. Bon entendeur, salut. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Peut-être Ahmed également, un petit mot de la fin. Alors. Bien sûr. Écoutez, donc je souscris à tout ce qui vient d'être dit par Madame Hiver. Concernant au-delà, donc là la thématique c'était rénover sans se tromper pour les travaux, mais à mon sens en tant qu'architecte, le sujet principal c'est-à-dire au-delà de faire des travaux ou pas ou des études, l'enjeu principal c'est de préserver le patrimoine immobilier et bâti que vous possédez. Et un immeuble qui a été construit à un moment, on est obligé de l'entretenir pour qu'il tienne le plus d'années possible, pour qu'il garde sa valeur et pour pouvoir transmettre de l'immobilier de bonne qualité et en plus profiter de ce logement et faire des économies au passage qui est toujours utile. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Oui, évidemment. En tant qu'architecte, c'est important d'assurer le bon entretien des immeubles et de réaliser les travaux nécessaires, hein, parce qu'il faut préserver son patrimoine, hein, bien sûr. Hein. Voilà, il faut avoir cette prise de conscience aussi, hein, de la nécessité de réaliser certains travaux. Hein. Sinon, votre immeuble va se dégrader et ça peut vous coûter encore beaucoup plus cher si vous attendez. Hein. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Hein. À un moment donné, vous faites une étude et ça vous coûte tant, mais si vous attendez trop, ça va vous coûter plus parce qu'entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Et voilà. Donc c'est vivant, hein, le bâti. Hein. Donc, ça bouge. Hein. Donc, il peut y avoir des fissures, il peut y avoir des affaissements, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir plein de choses. Et ça va travailler et ça va peut-être créer des problématiques. Moi, je ne suis pas experte, mais je sais que ça peut avoir des conséquences importantes. Donc voilà. Donc, il faut aussi, à un moment donné, se dire on doit le faire parce que on risque d'aggraver la situation. Voilà. Donc, je remercie à tous ceux qui ont échangé. Et donc, comme le dit Marie-Claude, en tant que propriétaire, je n'ai pas trop confiance aux subventions. Je préfère payer par moi-même. Bon, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas tout faire reposer sur ces subventions. Hein. Je fais les travaux parce qu'il y a des subventions. S'il n'y a pas de subventions, je ne fais pas les travaux. Ça, c'est pas possible. Les subventions, c'est un plus, vous les avez, tant mieux.
Mais s'il faut faire les travaux, de toute façon, il faut faire les travaux. Hein, on est d'accord là-dessus, parce que sinon, on ne fera plus rien. Hein. Et les subventions, elles sont là, mais elles ne seront peut-être plus là. Donc, ne comptez pas que là-dessus pour faire vos travaux, c'est très important. C'est un plus, mais ce n'est pas ça qui va faire que votre immeuble sera bien entretenu. Voilà, donc je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt. Je suis désolée, j'étais un petit peu malade aujourd'hui, donc vous avez vu, j'ai une petite tête un peu fatiguée et une voix prise, donc j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. J'espère être en meilleure forme bientôt, mais j'ai quand même assuré cet atelier parce que c'est important et c'est un rendez-vous que vous attendez tous. Donc je vous dis à bientôt, je remercie nos intervenants et j'espère à très vite. Voilà, au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.